à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième et dernière journée d'Omnivore 2023. Je suis Lorraine Petit. Je suis aussi très heureuse d'accueillir mes invités dont je vais vous parler dans quelques instants. Il est aujourd'hui question de nouveaux restaurateurs et restauratrices, les nouveaux profils qui se sont lancés dans l'aventure de la restauration, dans cette grande aventure qui est non sans rebondissement. Il y a 20 ans, c'était difficile d'imaginer ouvrir un restaurant sans formation hôtelière. Pourtant, aujourd'hui, il y a cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui tend à démontrer le contraire. Ils et elles sont fraîchement diplômés d'écoles de commerce, des universitaires, des reconvertis, des autodidactes, des anciens mimes, parfois, ça existe. Prouve qu'il est possible de réussir dans la restauration sans pour autant être passé par le cursus traditionnel. Donc la parole est au nouveau restaurateur qui nous offre ce matin un petit shoot d'inspiration. Merci à tous les trois d'être avec nous. Bérengère Fagard, tu es chef du restaurant C'est Lune dans le 11e et aussi co-présidente de la communauté écotable. Graphie Ratamohan, cofondatrice de Paris-New York, PNY. Sur ton t-shirt, on peut voir les initiales. Et Stéphane Manigold, fondateur du groupe Éclore, derrière une myriade d'établissements, on les compte plus, peut-être 8 je crois aujourd'hui, dont les restaurants Substance, Contraste, Granit qui ont été présents ces derniers jours et ces dernières années sur Omnivore. Merci d'être avec moi. Bonjour tout le monde, bonjour, merci de nous accueillir. Merci d'être là, à vous. C'est vrai, on est ravis de vous voir nombreux et nombreuses. Ce qui vous rassemble tous les trois, c'est que donc vous n'étiez pas spécialement destinés à la cuisine et à la restauration. Pas d'école hôtelière, pas forcément de famille dans la profession et des chemins parfois tortueux pour arriver jusqu'à l'ouverture d'un ou plusieurs restaurants. Bérengère, tu as eu 1000 vies avant d'ouvrir ton restaurant C'est Lune dans le 11e. Parmi ces vies, tu as été très proche du spectacle vivant, du monde de la radio aussi. Comment fait la bascule et tu peux nous raconter comment t'en es arrivé à ouvrir ton restaurant? Comment j'en suis arrivée à ouvrir mon restaurant? Qu'est-ce qui a été la bascule? Moi, je suis autodidacte, mais je suis autodidacte dans ma vie. En fait, entre l'âge de 20 et 30 ans, je me suis un peu donné l'opportunité, la liberté de faire un petit peu ce que je voulais, puisque je savais pas exactement, j'avais pas d'idée précise, et je m'étais juste dit, je vais prendre 10 ans pour saisir toutes les opportunités qui se présentent et ajouter des cordes à mon arc. Bon, et elles ont été très diverses, ces opportunités. Au début, effectivement, j'ai étudié le théâtre, puis j'ai fait un diplôme de mime. Puis ensuite, je suis arrivée à Paris, j'avais un peu mal, je m'étais fait mal au dos, donc je me suis dit, bon, je vais plutôt essayer de travailler dans l'administratif ou dans la production, toujours dans le milieu de l'art. Je me suis retrouvée dans la musique électronique, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et j'ai travaillé aussi dans le cinéma, j'ai fait un film en assistante déco, puis j'étais agent de DJ. Bref, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire pour ne pas avoir de regrets. Mais j'avais cette idée en tête depuis longtemps, déjà à 30 ans, de m'être fixé quelque chose et de bâtir quelque chose. Mais surtout, j'avais en tête d'avoir un lieu dans lequel je puisse accueillir les gens, la manière dont je le pressens, avec ma vision des choses, ma vision du monde, de la société. Et dans ce lieu, il y aurait évidemment de la nourriture, puisque j'adore manger, à boire et sans doute des événements culturels. Voilà. Et du coup, à 30 ans, je ne sais pas si c'était pour relever mon défi, mais en tout cas, à 30 ans, j'ai ouvert mon restaurant C'est Lune. Ça faisait pas très longtemps que je m'étais mise à faire de la cuisine, mais je crois que j'aime bien les défis. On reviendra après sur l'ouverture et sur justement tous les défis qui ont caractérisé cette ouverture dans un contexte un peu particulier. Tu as choisi le bon moment pour ouvrir, on y reviendra. Stéphane, de ton côté, tu as grandi à Mulhouse, dans un des quartiers les plus défavorisés, je crois, de la ville. Tu as grandi en foyer. À 18 ans, tu as enchaîné les petits boulots et tu as notamment travaillé dans une pizzeria. C'est peut-être le premier contact avec le monde de la restauration. Et c'est après, seulement en arrivant à Paris, que tu t'es familiarisé avec le milieu de la gastronomie, mais par l'intermédiaire du monde de l'automobile. C'est ça ? Oui, alors, avant tout, je suis né en France et c'est un pays extraordinaire qui a une richesse humaine dans sa diversité, dans
dans sa générosité, j'ai eu la chance surtout de rencontrer des gens qui m'ont tendu la main lorsque j'en avais besoin, qui m'ont pas jugé. Et quand je suis venu m'installer en fait à Paris en 2003, j'ai vu cette ville absolument incroyable s'ouvrir, parce que je tournais un peu en rond à Mulhouse. Alors, je ne vais pas refaire le parcours, parce que là, j'ai écrit un bouquin, mais pour le partager avec ces gamins qui sont dans les foyers, qui sont en fait les grands oubliés de la République. Donc c'est plutôt pour eux que je l'ai écrit. Et il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a un an. Oui, il y a un an. Il y a un an. Ouais. Et quand je suis venu m'installer à Paris, j'ai vu cette richesse, cette envie de découvrir au fond cette ville extraordinaire avec justement sa diversité. Et tu l'as dit, je travaillais pour une marque automobile qui s'appelle Audi, j'étais patron des grands comptes, donc j'ai évolué, ça m'a permis de me familiariser. Et j'organisais beaucoup de déjeuners, de dîners d'affaires. Et je me suis rendu compte à quel point les chefs sont des artistes incroyables, mais de très mauvais gestionnaires. Parce que j'ai vu beaucoup de chefs ouvrir un restaurant et avec tout le talent qu'ils avaient, au fond, ils fermaient au bout d'un... Alors pas tout le monde, hein, il y a des grands chefs, Yannick Aleno, Cyril Lignac, qui ont construit des empires absolument extraordinaires. Et Yannick Aleno est un chef d'entreprise remarquable, en plus d'être un chef exceptionnel. Et je me suis dit, bah, tiens, on m'a tendu la main, on m'a accompagné. Est-ce qu'à mon tour, j'accompagnerais pas des artistes ? D'autant plus que j'ai un modèle qui s'appelle Kamel Menour, qui a des galeries d'art à Paris, qui est sans doute l'un des plus grands galéristes au monde d'art contemporain. Et je me suis inspiré de Kamel, et j'ai dit, moi, je vais être le Kamel Menour de la restauration. Kamel, en fait, lance des jeunes artistes dans différentes catégories. Il a maintenant Anish Kapoor, Daniel Buren dans sa galerie, et il a lancé plein de jeunes artistes. Et je dis, bah, moi, en fait, je vais être le Kamel Menour de la restauration, avec mon histoire, mon parcours et mes envies. Et j'ai tellement mal mangé quand j'étais gamin qu'au fond, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à goûter, évidemment, la cuisine de mes chefs, mais je suis un ogre, donc je voyage beaucoup et je fais énormément de restaurants. C'est une forme de revanche ? Non, parce que la revanche n'est pas forcément un bon sentiment et il ne guide pas forcément bien ses choix. En revanche, de prendre du plaisir, parce qu'au fond, quand on est gamin, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, on le subit. Par contre, quand on est adulte, on le choisit. Et je le dis à mes équipes, la seule chose que l'on doit dans la vie, parce qu'on n'a pas le choix, c'est mourir. Tout le reste, on le choisit. On choisit d'être sympa, on choisit d'être con, on choisit d'être gentil, on choisit d'être généreux, on choisit d'être radin, on choisit de ne pas s'ouvrir aux autres, de ne pas discuter, de rester dans sa bulle. Et voilà, c'est un choix. Donc j'ai plutôt fait ce choix-là. Graphie, de ton côté, tu viens d'école de commerce. C'est un peu par hasard, par une sorte de rencontre étudiante. Rudy, qui est maintenant ton associé, qui te dit viens, on monte un resto de burgers, on fait les meilleurs burgers de la planète. Donc quand même une sacrée ambition. Quand on sort tout juste et quand on est encore étudiant en école de commerce, comment on passe des tableaux Excel à la cuisine et les burgers ? Bonjour à tous. Alors en effet, c'est une sacrée ambition, mais à la fois, tu es porté par cette espèce d'insouciance de l'étudiant. Franchement, je pense qu'on ne se rendait pas du tout compte de ce qu'on faisait. C'était vraiment bien, on ouvre un resto comme si j'allais jouer à la marchande avec ma dinette et tout, quoi. C'était pas, on voyait pas les obstacles qui allaient se dresser devant nous, les défis qu'on allait devoir relever. On se disait juste tiens, on va ouvrir un restaurant dans notre quartier fétiche et je vais être en cuisine, il va être en salle et on va accueillir des gens et la vie va être belle. Pas plus que ça. Ok, donc beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'insouciance au début. Il se trouve que ça fait plus de 10 ans et que vous êtes encore là et que vous avez de nombreux restaurants aujourd'hui un peu partout dans la capitale. C'est que c'est plus vraiment jouer à la marchande. Là, on est passé au niveau supérieur.
On est passé au niveau supérieur, c'est sûr, mais ça a pris du temps. Comme tu dis, ça fait 10 ans. On a appris le métier sur le tas, on a fait, je pense, toutes les plus grosses bêtises qu'on pouvait faire. On a fermé, on a eu tellement de pannes. Je pense qu'on a tout vécu en étant à la fois opérationnel et puis après, petit à petit, en allant côté gestion, je pense qu'on a fait toutes les bêtises que... Parce qu'au début, c'était toi en cuisine, Rudy en salle, dans un quartier qui se cherchait, disons qui n'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui, Strasbourg-Saint-Denis, la rue du Faubourg du Temple. Non, la rue du Faubourg Saint-Denis. Saint-Denis. Ok, je confonds toujours les deux. Et donc c'était cette rue très cosmopolite, dans laquelle c'était un petit Paris, il y a plus de 10 ans, d'ouvrir son premier restaurant. Oui, en fait, il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, c'est une des rues les plus stylées de Paris. Il y a 10 ans, quand on a ouvert, ce n'était pas du tout le cas. Comme je te racontais, il y a notre banquier qui était venu sur place pour savoir s'il allait nous financer ou pas. Et il a eu le malheur d'arriver par le métro Château d'Eau. Donc, en passant rue du Château d'Eau, il est arrivé, il nous a fait « mais c'est un coupe-gorge, jamais de la vie, je vous finance ». Donc on a fait 9 banques avant d'en trouver une qui accepte de nous financer, de nous permettre d'ouvrir le premier. Et il est bien content, lui, de nous avoir financé le premier parce que du coup, on a eu vachement de monde et on a réussi à ouvrir le deuxième avec l'argent du premier et puis ainsi de suite, quoi. Et donc avec une croissance organique, finalement, tu me disais... En fait, c'est en voyant qu'il y avait une telle file d'attente devant le premier restaurant qu'on s'est dit il faut qu'on ouvre une adresse qui soit pas loin pour qu'on puisse dire aux gens allez à celui-là pour désengorger les restaurants. Donc c'est assez chouette de se dire ok, on n'avait pas prévu d'avoir aujourd'hui, c'est combien de restaurants ? Alors aujourd'hui en tout on en a 14, ouais. Mais il y a ce truc un peu absurde où on en a 7 dans 1 km² de Paris et c'est juste dû à ça, quoi, parce qu'on s'est dit à chaque fois... on va être à côté de nos restaurants, quoi. Avec des opportunités qui se présentaient, pas forcément une recherche très active de votre part, mais plutôt des opportunités qui se présentent. Ok. Bérangère, tu veux nous raconter les premiers mois d'ouverture de ton restaurant. Comment tu trouves Célune ? Donc Célune, il faut s'imaginer un grand restaurant avec une grande devanture, là une capacité de combien ? 80 couverts ? 65 bien espacés. Ok, 65 bien espacés, une mezzanine, plusieurs espaces, une grande cuisine. À Paris, un peu un ovni d'avoir un tel espace dans un restaurant. Tu trouves comment tu le trouves et comment ça se passe les premiers mois ? En fait, moi, ça faisait 2 ans que j'étais chef, mais dans un petit bistrot de quartier du Midi. J'avais fait 6 mois, 5 ans avant dans une cuisine en tant que commis. Donc j'étais quand même passée de l'un à l'autre en pas grand-chose. Et mes patrons m'avaient proposé de s'associer avec moi. Donc on cherchait une affaire du soir, mais un petit restaurant, évidemment pas un truc de 65 couverts dans le 11e, puisque moi personne ne me connaissait, j'ai pas fait d'école, j'ai pas travaillé avec d'autres chefs, donc c'était pas forcément l'endroit où on comptait se mettre. Et on a trouvé ce lieu, on a eu un gros coup de cœur. Et on s'est dit qu'on allait l'exploiter comme un lieu, qu'on pourrait faire des privatisations, des événements, tout ça, voilà. Donc on a signé, on a ouvert le 4 décembre 2019, donc 3 mois avant le premier confinement. Et ça a été un début sur les chapeaux de roue parce que moi, c'était quand même la première fois que j'étais chef de cuisine. Donc j'étais aussi manager d'une équipe, j'avais jamais travaillé avec d'autres gens. Et entrepreneuse, puisque c'est aussi mon restaurant. Donc j'ai eu beaucoup de choses à apprendre sur le tas en très peu de temps. Et j'ai été freinée en plein 3 mois après, puisque le Covid arrive. On nous annonce pendant le service du samedi soir qu'on doit fermer à minuit et pour une durée indéterminée. Et là, mon monde s'écroule un petit peu. Parce que c'est vrai que moi, j'avais pensé à plein de choses, à tout ce qui pouvait mal se passer chez Célune. Donc on avait fait effectivement tous les plans catastrophiques et tout. Et là, les mecs, ils nous sortent la pandémie mondiale, quoi. Donc il y a un truc, t'es là. Comment ça, la pandémie mondiale ? Non mais attends, mais ça, c'était pas dans le programme. Donc... Sauf dans le tien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, pour moi, ça a été une chose assez positive dans ma vie, puisque ça m'a permis de rencontrer donc la communauté Eau-Potable. C'est l'association de laquelle je suis coprésidente maintenant. Je me suis rapprochée de cet asso parce qu'ils cuisinaient pour les soignants
Et j'ai pris les manettes des cuisines avec 10 à 15 bénévoles par jour pour envoyer entre 400 et 800 repas par jour pour les soignants, avec Erwan d'ailleurs qui travaille avec Stéphane. Donc, et là, je me suis découvert, je pense, la capacité de mon leadership, quoi. Je me suis sentie hyper à l'aise. Tout d'un coup, on était tous à la même enseigne. Il n'y avait pas de problème d'ego. Personne ne savait que j'étais très jeune cuisinière. Les gens ils pensaient que j'étais une grande chef. Et c'était super. En fait, on a eu une cohésion de groupe. On a pris nos marques. On était dans des cuisines de collectivité. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait habituellement. Ça a soudé tout un réseau de gens qui font des choses bien à Paris, mais que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer parce que j'avais fait un peu les choses en grillant les étapes. Et moi, je crois que c'est l'endroit où j'ai construit mon leadership et qui m'a positionné dans la peau de la chef que je voulais être. C'était un bon terrain d'entraînement finalement. Merci le Covid pour se sentir chef. J'ai trouvé des trucs positifs. Parfait. Stéphane, de ton côté, comment tu déniches les nouveaux talents? Comment tu sais que ça va être telle personne qui sera bien pour tel restaurant? Parce que les différents restaurants du groupe Éclore ont des identités assez différentes. Même si je pense qu'on peut peut-être retrouver une sorte de fil rouge entre les différents lieux. Déjà, c'est un mot très court, liquide, substance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En fait, il y a toujours une histoire. Contraste. Derrière chaque nom, il y a une histoire. C'est pas simplement on se gratte la tête et on se dit tiens, quel nom serait sympa pour cet établissement. Et au-delà de ça, quand je déniche ce que je considère être un futur talent, c'est évidemment un très bon cuisinier ou une très bonne cuisinière. Et je vais juste éliminer un sujet. Moi, je ne recrute pas, ou en tout cas, je ne m'associe pas avec une personne parce qu'il rentre dans une case sociétale. Que ce soit un homme, une femme, un trans, jaune, vert, bleu, de couleur, peu m'importe. Ce qui compte, c'est le travail, l'effort, la persévérance. Tout le reste m'importe peu. Je n'émets aucun jugement de société, de valeur sur les personnes que je rencontre. Ça doit d'abord être une personne qui, évidemment, sait bien cuisiner et qui, surtout, je dois pouvoir me projeter dans 10 ans avec cette personne, en me disant est-ce que dans 10 ans, cette personne aura évolué? Est-ce que dans 10 ans, cette personne sera... on prendra du plaisir réciproquement à toujours être ensemble et à avoir une aventure, parce que c'est un mariage sur long terme. Hein. Dans mon groupe, mon premier actionnaire, ce sont mes salariés. Donc, c'est une aventure longue qui doit durer. Et j'attache aussi beaucoup d'importance à cette capacité de transmettre aux autres ce que je leur transmets. Mathias Marc, par exemple, c'est le premier chef que j'ai identifié dans mon groupe pour créer Substance. Mathias, aujourd'hui, transmet à d'autres chefs ce que je lui ai transmis, avec par exemple Sylvain Corriveau à Brèze, Sylvain qui était sous-chef à Substance, et nous avons ouvert un établissement avec Sylvain, puisque ça fait maintenant plus de 5 ans qu'il est avec nous, et on lui a ouvert un restaurant parce qu'il était prêt à éclore, en fait, tout simplement. Et donc, c'est un lieu, un chef, une histoire, il n'y a pas de recette magique. Et si je peux me permettre un conseil, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs en herbe ou des entrepreneurs qui veulent entreprendre demain, le meilleur conseil que je vous donne, parce que souvent on me demande mais comment on fait pour ouvrir un restaurant? Je leur dis toujours, si vous n'avez qu'un lieu, qu'une histoire et qu'un projet, ne le faites surtout pas. C'est-à-dire? Parce que quand on a un projet, il faut être en capacité de le remodeler. Il y a le Covid, il y a des événements, une crise climatique, une crise des matières premières. Il faut être en capacité constamment de pouvoir se renouveler, de se réinventer, d'écrire une histoire et puis de la changer. Si vous n'avez qu'une idée en tête, quelle que ce soit dans la restauration, dans l'entrepreneuriat, ce que vous voulez, si vous n'avez qu'une idée en tête, ne la faites surtout pas. Parce qu'on va se cantonner à se forcer à vouloir réaliser à tout prix cette idée et on va s'enfermer et faire des bêtises. Après, c'est aussi du réactif qu'on ne peut pas forcément anticiper. Dans le cas de la crise Covid, je vois mal les personnes justement dans leur business plan ou au début, avant la crise, se dire « Ok, je vais être en capacité de m'adapter en cas de grosse crise de pandémie mondiale. » Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait? Nous, pour vous donner le contexte,
au mois de janvier 2020, nous rachetons la Maison Rostand et le Bistrot Flaubert, qui est un gros paquebot français, Maison Rostand qui existe depuis 1978. Et mi-janvier 2020, je dis à mon avocate, Agnès Sevagnac, qui est associée dans le groupe, je lui dis, écoute, je sens pas l'histoire des Chinois qui nous racontent que pour 3000 morts, ils confinent 50 millions de personnes, ils confinent des villes, ils arrêtent des usines, j'y crois pas une seconde. Et il se trouve que j'avais lu un bouquin en 2005 d'Alexandre Adler qui parle justement de comment sera le monde en 2020. C'est un rapport de la CIA, comment sera le monde en 2020. Et il se trouve que je l'avais lu, et il se trouve que dans ce bouquin, il parle justement d'une pandémie mondiale qui part de la Chine du Sud et qui paralyserait l'économie mondiale. Et je dis à mon conseil, écoute, n'y vois aucune paranoïa, mais j'ai vécu aussi chez Audi la crise financière de 2008-2009 des banques qui ont mis en fait ce qu'on appelle BAL3, stress test derrière. Stress test, c'est on mesure la capacité à l'entreprise d'absorber nombre de chocs en vérifiant ses fonds propres, etc. Donc je dis, mettons-nous en mode BAL3 stress test, mettons le groupe sur ce sujet, on a stoppé tous nos engagements, on a vérifié nos contrats d'assurance, nous avons eu des réunions avec AXA au préalable le 15 février pour justement vérifier qu'en cas d'onde de choc, en cas de fermeture administrative, soit de l'Île-de-France, pire, du pays, eh bien on était bien couvert. Et la réponse, on l'avait déjà dès le 15 février. Donc dans notre métier, quand on est entrepreneur, il faut évidemment s'intéresser à son quotidien, mais il faut voir plus loin, il faut voir ce qui se passe dans le monde, comment réagissent. Moi, je regarde par exemple aujourd'hui les prochaines crises malheureusement qui arrivent, et on y est en plein dedans, ce sont des crises de liquidité. Les banques ne prêtent plus, il y a des crises de trésorerie, donc faire attention à sa trésorerie. La crise climatique aussi, accessoirement. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise ici, je vous le dis, consolidez votre trésorerie, faites attention, vous allez en avoir besoin dans les mois qui arrivent. Donc anticiper, c'est aussi voir les mouvements de société, comment se comportent d'autres pays, c'est s'ouvrir au monde, parce qu'on peut vite se renfermer, notamment dans la restauration, puisqu'on a 2 services, un le midi, un le soir, et de se cantonner au jour le jour, parce que c'est un peu notre quotidien, c'est de gérer au jour le jour 2 services. Donc il faut aussi s'ouvrir, regarder comment le monde se comporte, comment le monde évolue, essayer d'anticiper au maximum des mouvements, crise énergétique, on l'a aussi anticipé, etc. On y reviendra sur le fait que d'avoir anticipé a permis aussi d'avoir une belle victoire dont tu nous reparleras contre AXA. C'est une victoire collective. Je ne me suis pas battu pour moi, je me suis battu pour tout le monde. Et d'ailleurs, la petite anecdote, je peux la dire puisqu'elle est publique et ils l'ont dit à l'audience au tribunal. La veille de la décision de justice, AXA et ses avocats... Tu peux redonner juste le contexte ? On est en pleine fermeture administrative. On a engagé une procédure face à notre assureur. D'abord une discussion, puisque rien ne vaut une discussion, un dialogue au préalable avant de passer en procédure. Donc il n'y avait pas de dialogue possible. Et du coup, nous avons assigné en référé AXA pour le contraindre à ses obligations. Et la veille de la décision de justice, le numéro 2 me contacte, qui est aujourd'hui le numéro 1 d'AXA, me contacte et me dit, voilà, j'aimerais bien qu'on se mette autour de la table et qu'on transige. On démarre la réunion à 14h, elle finit à 21h. On est la veille de la décision. Et il n'avait pas compris qu'en fait, je n'étais pas là pour transiger seul dans mon coin, qu'il y avait tout un secteur qui souffrait, qu'il y avait tout un écosystème qui avait été bouleversé, que ce soit nos agriculteurs, nos vignerons, nos fournisseurs, les blanchisseries, etc., les hôtels. Tout ce secteur du tourisme avait été lourdement impacté et qu'au fond, je n'étais pas là pour signer un accord en catimini de mon côté, mais pour l'intérêt général. Et c'était mal me connaître, puisqu'à 20h, les avocats en avaient marre d'AXA, ils voyaient que je ne cédais pas, et ils m'ont demandé de sortir, de donner un montant à mon avocate, et qu'au fond, c'était entre avocats que ça allait gérer. Et j'ai demandé juste une petite pause avec mon conseil. Je l'ai mise de côté et je lui ai dit, écoute, ils n'ont pas compris qu'en fait, s'ils ne payent pas tout le monde, il n'y aura pas d'accord. Donc, ma directive, c'est que tu ne parles pas en première, tu les laisses parler, et quel que soit le montant qu'ils te donnent, je dis bien quel que soit le montant, tu dis qu'on est trop loin par rapport à ce que je t'ai demandé. Parce qu'ils n'ont pas compris que ma générosité et ma solidarité n'étaient pas à vendre. Et le lendemain, la décision est tombée. Et vous avez gagné. Et nous avons gagné. Oui, j'ai bien dit vous. C'est pas pareil. J'ai bien dit vous. Oui. Graphi, tous ces moments aussi de crise
aussi bien là, donc on parle du Covid, il y a aussi d'autres crises, là, l'inflation qui est galopante et qui touche tous les restaurateurs. Quand on a une chaîne comme la tienne, comment vous faites pour répercuter ces hausses de coûts? Comment vous faites pour vous adapter? Est-ce que tu as l'impression que le fait de venir d'une école de commerce et d'avoir aussi fait ce pas de côté t'aide à mieux réagir que si tu étais issu de la restauration directement? Alors c'est sûr que on nous a appris beaucoup de choses en école de commerce, mais en réalité c'est l'expérience professionnelle qui t'apporte tout ça, quoi. Et je suis complètement d'accord avec toi sur la trésorerie. C'est un peu le poumon de ton entreprise. Le jour où il n'y en a plus, il n'y a plus de boîte. Donc c'est quelque chose qu'il faut préserver autant que possible. Et tu parlais de l'inflation. Nous, on a dû augmenter les prix en fonction parce que tu ne peux pas rogner sur ta marge. Parce que si tu rognes sur ta marge, tu as des salaires à payer après, tu as des loyers à payer. Et tu te retrouves avec un effet ciseau. Donc on a beaucoup appris sur le tas, en vrai. Il y a eu des erreurs que vous avez faites, que tu me parlais de ça tout à l'heure, tu disais on a fait plein d'erreurs. Tu as quelque chose en tête, une expérience à partager? Je pense que la plus belle erreur qu'on a faite, c'est un restaurant qu'on a ouvert, je dirais en 2016, qui n'était pas un pied-noir, qui était un autre concept, ça s'appelait Paris Texas, qu'on a planté dans les grandes largeurs. Paris Texas? Ouais. Et en fait, ça, je pense que c'est... alors, je dis ça avec le recul, parce que quand j'y étais, je disais pas ça du tout. Mais avec le recul, je pense que c'est une des meilleures choses qui ait pu nous arriver. Parce que Pied Noailles, on a eu la chance que ça marche tout de suite et très bien immédiatement. Donc, on avait cette espèce de surconfiance en nous, en mode... en fait, c'est facile, la restauration. Et en fait, en plantant le Texas... on a appris à gérer une entreprise. En fait, sur Pied Noir, comme ça marchait toujours très bien, on s'en occupait pas vraiment en réalité. Et avec le Texas, on a appris à tenir nos ratios, à tenir nos plannings et à transformer Pied Noir en vraie entreprise. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, en fait, Paris Texas, c'était un restaurant de viande fumée. Et on a fait une erreur toute bête, qui est que quand tu fumes de la viande pendant 6 à 9 heures, elle perd entre 50 et 75% de son poids. Donc, voilà. Voilà, les ratios ont explosé, tes coûts matières. Et après, on a essayé de changer de concept, etc., de mettre un chef et tout. Mais une fois que c'était... T'as pas essayé les légumes fumés, il y a moins de pertes. C'était pas encore, il n'y avait pas encore le côté végétarien, c'était pas encore. Bérangère, avant de vous passer la parole, n'hésitez pas à réfléchir à des questions pour rendre aussi l'échange vivant, participatif. Je me demande dans quelle mesure, quand tu as un restaurant et que tu es à la fois chef et propriétaire, ça peut être enfermant. Tu peux te dire, ok, je me sens un peu prisonnière je sais pas, j'imagine, est-ce que c'est le cas? Se sentir prisonnière de son lieu, avoir envie de faire autre chose. Comment on arrive à trouver cet équilibre-là entre une envie quand même de se sentir libre et les contraintes inhérentes à la matérialité du restaurant? C'est sûr que moi, je cherchais, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, je cherchais la liberté. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et j'avais l'impression qu'en tout cas, en travaillant pour moi-même, j'aurais sans doute la plus grande liberté du monde. Mais c'est vrai que moi, vu les 2 premières années de l'ouverture de Célune avec le Covid, la réouverture pendant l'été dans le 11e, donc où il n'y a personne, puis la crise du personnel, là ça fait 6 mois que j'ai un sous-chef. Sur 4 ans, c'est... Voilà. Donc moi, jusqu'à ce que j'ai un sous-chef, ça a été... Il y a eu des moments où je me suis sentie extrêmement prisonnière de ce lieu, puisque j'étais dans de l'opérationnel en continu. Je faisais des journées de 8h à 23h sans m'arrêter. J'avais plus aucun recul. J'étais juste dans un truc mécanique de travailler, rentrer, dormir 3 heures, travailler, rentrer, dormir 3 heures. J'avais plus de plaisir. Et en fait, c'est juste hyper important d'être bien entouré.
Parce que dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sentiment de solitude, même si tu es entouré, que ce soit dans ta famille, avec tes amis ou dans le côté professionnel, il y a un truc où tu as quand même l'impression d'être seul à dormir avec ses responsabilités sur les épaules. Moi, je commence à pouvoir dormir la nuit assez tranquillement, mais ça a mis 3 ans, quoi. J'ai un truc où si je pense pas à quelque chose, j'ai l'impression que ça va être une catastrophe pour mon restaurant, que je suis la seule qui peut savoir exactement ce que je veux. Donc en fait, même si je sais bien transmettre et tout ça, personne ne le fera exactement de la même manière que moi. Donc il y a tout ce package qui vient avec, qui peut être assez pesant. Ça demande quand même une capacité d'adaptation envers soi-même, mais aussi envers les autres, parce qu'en fait, il faut s'adapter aux gens avec lesquels on travaille. Il faut accepter de déléguer. Il faut accepter que ce ne soit pas de la même manière. Mais je pense que quand on trouve cet équilibre, enfin moi là j'ai redécouvert ma vie. Merci à ton sous-chef. La première fois que j'ai laissé les clés de mon resto à mon sous-chef, c'était genre, mais moi c'était je rentrais dans les embouteillages à 17h en scooter avec un sourire, mais comme ça, les papillons dans le ventre, tout le monde me regardait, mais comme... Et j'étais à waouh, ouais, c'est ça la vie. Je découvrirais les commerces qu'il y avait sur ma route, ouverts et tout. Donc vraiment, je pense que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un sentiment d'épanouissement que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Mais j'ai passé des années extrêmement dures et je pense qu'il faut être quand même très résilient et y croire très fort et travailler toujours plus pour arriver à ses fins. Mais je suis sûre que le travail, ça paye et qu'il faut trouver son équilibre. Mais il ne faut pas baisser les bras, en fait. Chacun a son équilibre, il est singulier, mais il faut bien s'entourer. Et c'est pas fait pour tout le monde, ce métier ? Moi, je pense que c'est fait pour tout le monde si la personne y croit vraiment et se donne les moyens. Graphie ? Alors moi, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que la restauration, c'est vraiment un secteur très particulier, que ne serait-ce que parce qu'on travaille quand les autres ne travaillent pas. Et ça, rien que ce mindset de départ est complètement différent et du coup, ça ne s'adapte pas forcément à tout le monde. Et aussi, je pense qu'il faut aimer les gens. Je pense qu'il faut profondément aimer les gens parce que tu es toujours en contact du client, du staff. Et moi, c'est ce qui me porte dans ce métier, c'est parce que j'aime mes gars, j'aime servir, j'aime être... et si tu n'as pas cette espèce d'amour de l'autre, c'est un peu compliqué quand même. Stéphane, sur cette question ? On a la chance dans ce secteur, j'ai pas le passé des travers que je condamne évidemment dans le secteur, tels que la violence en cuisine, la violence en salle, le harcèlement. C'est des sujets sur lesquels je suis très ferme dans mon groupe et je laisse rien passer. Mais je pense fondamentalement que le secteur du tourisme au sens large, c'est-à-dire restauration, hôtellerie, bar, discothèque, les RAM, donc les restaurants ambiance musicale, les BAM, les bars à ambiance musicale, etc., c'est une richesse incroyable. C'est plus de 400 métiers différents. Et je crois qu'au fond, chacun peut y trouver sa place. Et à nous d'être des bons ambassadeurs pour convaincre justement que le secteur du tourisme est un secteur qui, enfin, redevient attractif. Il y a eu une période dans ce secteur qui n'est pas encore, hélas, totalement terminée, qui a conduit à avoir cette pénurie dans le secteur et que je comprends parce que je ne comprends pas les attitudes qu'il y a eu ou qu'il peut y avoir encore. Genre, que petite anecdote, j'étais avec Tom Meyer dans un restaurant, on était à table et d'un coup j'entends Tom Meyer qui est chef et associé du restaurant Granit, une étoile Michelin, et qui est maintenant meilleur ouvrier de France qu'on a taillé pour accompagner, pour justement passer ses concours. Et on était dans un restaurant et d'un coup j'entends le chef, pas mon chef, dans le restaurant on était, dont je tairai le nom, hurler après un apprenti. Et il est venu me voir à table et il me dit: est-ce que vous avez passé un bon moment? J'ai dit non, je n'ai pas passé un bon moment parce que c'est à cause de gens comme vous qu'on a du mal à recruter dans le secteur. Et je crois qu'il faut savoir le dire aussi, il ne faut pas accepter cette violence. On doit être choqué lorsqu'il y a de la violence en cuisine. La norme, ce n'est pas la violence. La norme, c'est de transmettre un savoir, de faire aimer ce métier, de faire... Pour moi, ça ne rentre pas dans mon logiciel.
Donc je ne le comprends pas et je le condamne. Et condamner cela, c'est aussi faire venir des personnes d'horizons différents. Il faut aussi, dans ce secteur que je découvre depuis 5 ans, mais réellement depuis beaucoup plus longtemps, dans ce secteur que je découvre, il faut aussi que ceux qui sont dans ce secteur acceptent justement que d'autres nouveaux talents issus, non pas de la restauration, mais d'autres horizons, viennent et s'intéressent à nos métiers, parce que c'est un métier formidable. Il suffit d'être un bon aubergiste pour être un bon acteur du tourisme. Est-ce que vous avez des commentaires, des réactions, des questions pour nos invités ce matin? Oui. Bonjour, merci déjà pour votre témoignage. Et en fait, j'avais une question. Je voulais savoir si dans votre croissance, vu que vous ne venez pas du secteur, vous avez été accompagné par des experts, incubateurs, mentors, coachs, pour savoir comment vous vous êtes structuré en fait. Voilà. Moi, j'ai fait quelques séances de coaching avec quelqu'un qui était spécialisé dans le coaching d'entreprise, qui considère effectivement que les restaurants ne se prennent pas assez pour des entreprises et qui m'a proposé de suivre un coaching sur mon leadership. Ce qui est très intéressant parce que dans des métiers comme la cuisine, il y a des coups de pression assez énormes, notamment quand viennent les services. Et même si on rêverait d'être totalement calme et zen, c'est très difficile parfois de contenir ces travers. Et c'était vraiment très intéressant puisque tu apprends à savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, quels sont tes moteurs, quels sont tes freins, est-ce que tout cela est bien équilibré. Et en fait, de le savoir, ça permet vraiment de choisir qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux transmettre aussi à tes équipes. Et j'ai fait aussi une séance avec mon équipe pour que tout le monde puisse dire qu'est-ce qu'on peut s'apporter, qu'est-ce qu'on attend des autres. Et moi, en tout cas, je pense que c'est toujours intéressant d'être accompagné par des gens de l'extérieur. On ne sait rien, en vrai. Surtout sur le management. C'est un métier qui est très dur et on apprend rarement. Et je trouve que d'être accompagné là-dedans, c'est important. C'est même psychologiquement parlant, on se sent soutenu, on sent qu'on prend un moment pour nous et c'est forcément bénéfique pour l'entreprise. Pour tous les deux, sinon? Je ne vais peut-être pas œuvrer pour les cabinets d'experts parce que je considère que le premier meilleur expert de la vie, ça s'appelle la curiosité. S'intéresser, s'informer, se documenter. Regarder les expériences qui ont fonctionné. Pour ma part, par exemple, j'avais regardé un film extraordinaire qui s'appelle The Founder, le fondateur de McDonald's. Alors, je suis aux antipodes de la philosophie McDonald's, mais je trouve que la construction et la manière dont c'est construit à l'origine, cette marque était exceptionnelle. Et donc, je crois que la curiosité, vous devez, lorsque vous voulez entreprendre, être vous-même l'expert et ne pas dépendre des autres, avoir sa propre réflexion et encore moins copier, parce que copier, au fond, c'est facile, mais ça ne dure pas. Et comme disait Coco Chanel, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Graphie, dans ton cas? Alors, nous, ce qui a peut-être le plus aidé, c'est de réussir à intégrer l'écosystème des restaurateurs le plus rapidement possible. Donc, en effet, on n'a pas été spécialement accompagné en tant que tel, mais très vite, on est rentré dans l'écosystème en allant parler à la terre entière. Toutes les semaines, on rencontrait des gens, etc., pour absorber l'expérience des autres et en faire une synthèse, enfin ta synthèse. Est-ce qu'il y a une autre question, un partage d'expérience? Le public est timide. Hein. Timide. Moi, il me semblait que dans la restauration, c'était un peu plus... Tu les intimides? Non, enfin, j'espère pas que nous les intimidons tous les trois. Mais moi, je suis une grande gueule, hein, comme vous le savez. Donc, il m'arrive de temps en temps de passer des coups de gueule sur RMC pour défendre le secteur. Donc, voilà. Si ça vous vient, n'hésitez pas à me faire signe. Moi, j'ai d'autres questions. Je peux juste rajouter. Moi aussi, par exemple, ce que je te disais, c'est que je me suis rapprochée d'une association. La communauté Cotave, c'est une association qui fédère les professionnels autour de l'alimentation durable pour essayer d'accélérer la transition alimentaire. Ça, c'est quand même des endroits où il y a un collectif, les gens s'entraident, il y a du partage de bonnes pratiques, de savoir-faire. Et c'est quand même, je pense que ça, c'est très accessible. C'est à portée de main et ça fait du bien.
Moi, je me demandais, dans toutes ces montagnes russes de votre parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment c'était le bas de la pente et que vous avez hésité à vous dire, OK, là, je sors du wagon, j'arrête, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça me presse trop. Est-ce qu'il y a eu ces moments-là? Et si c'est pas le cas, comment vous avez fait pour remonter? Alors nous, c'était pas parce que c'était dur ou quoi. Je crois qu'on en avait ouvert 4 ou 5. C'est l'ennui qui est venu pointer le bout de son nez. Chose qu'on ne connaissait pas jusque-là parce que c'était... on bossait H24, etc. Mais quand tu commences à te structurer et que les restaurants tournent et que tu as compris, et ben... Il te faut un nouveau jouet, quoi. Elle est arrivée, elle a toqué à la porte, on était là, on pensait que c'était tout bon et il y a celle-là qui arrive. Bon, et on en fait quoi de celle-là? Et donc à ce moment-là, on s'est vraiment posé la question avec mon associé de ce qu'on faisait. Est-ce qu'on arrêtait ou est-ce qu'on continuait? Et au final, on avait décidé de continuer en se disant que Pieds Noirs, c'est quand même malgré tout une espèce de pépite qu'on a entre les mains. Et je pense que des pépites, t'en as pas 50 dans une vie. Parce que, ok, on a bossé énormément et tout pour y arriver, mais je pense qu'il y a eu énormément de chance, une espèce d'alignement de planètes qui nous a permis d'en arriver là. Et donc, on s'est dit, allez, on va essayer de faire des choses qu'on n'a pas fait avec Pieds Noirs jusque-là. Ça nous enlèvera l'ennui, genre ouvrir en région. Voilà, on s'est mis d'autres défis. Voilà. Bérengère? Moi, je crois qu'il y en a eu des milliers, des moments où j'ai voulu tout lâcher. J'étais vraiment au bout du roule, mais dans un sentiment où je pensais même que j'allais peut-être aller trop loin même dans ma santé mentale et physique. Mais je sais pas, il y a un truc en moi qui résiste et qui résistera toujours. Et la seule fois où j'ai failli tout lâcher, c'est parce que mon associé voulait vendre, quoi, et que je pouvais pas racheter ses parts. Et j'ai trouvé moyen qu'on ne vende pas ce restaurant. Mais je pense qu'il y a un truc qui... En fait, c'est comme un bébé, donc t'abandonnes pas ton bébé, quoi. Et il y a un sentiment très particulier, je pense, quand on ouvre une affaire, ou quand on monte une entreprise, il y a un sentiment de proximité, parfois un petit peu trop, j'avoue. Mais il y a un truc, en tout cas, moi, qui est en moi et qui fait que je ne lâcherai jamais. Il n'y a pas moyen. À part si j'ai décidé de lâcher. Mais j'ai pas envie que ce soit par fatigue extrême ou par désarroi. Voilà. Stéphane, dans ton cas? Il faudrait que je cherche loin. Tu sais, la seule fois de ma vie où j'ai volé, c'était pour manger et nourrir ma famille, j'avais 10 ans. Et quand tu passes cette étape, tout le reste, c'est formidable. Donc, tu as deux façons de voir les choses quand tu as un problème. C'est tu t'apitoies, tu t'abats sur ton sort et tu considères que c'est de la fatalité qui te tombe dessus. Ça, c'est pas moi. T'as l'autre façon, c'est de te dire quelle solution je vais trouver pour justement avancer, m'en sortir, aller de l'avant. Et je pense que la pensée positive, cette fameuse pensée positive, elle est bonne conseillère. Et j'essaie toujours de me l'appliquer pour ne pas justement m'apitoyer. Voilà, on est en France, c'est un pays formidable. Il faut avancer. Le sentiment d'abattement n'est pas un bon sentiment. Et en plus, il est de très mauvais conseils. Donc, ne tombez jamais dans ce sentiment. Retroussez-vous les manches, anticipez, bossez. Reprenez les basiques, parce qu'au fond, quand on n'est pas bien, ça arrive à tout le monde. Que le moral soit zéro, qu'on a passé une mauvaise journée, que son copain n'était pas sympa le matin, ou sa copine, ou son mari, sa fiancée. C'est le lot de beaucoup de Français, de beaucoup de personnes dans le monde. C'est le lot de beaucoup de personnes. Eh bien, quand tu as conscience de ça, tu t'en affranchis et tu avances. Parce qu'il n'y a que ça, au fond, qui permet de ne pas tomber. C'est un choix, c'est ce que je disais tout à l'heure. On choisit d'avancer. Merci à tous les trois d'être venus ce matin. Je crois qu'il y avait d'autres... une dernière question. Quelqu'un qui s'est réveillé en last minute. C'est un peu court pour moi, 3 quarts d'heure. Moi, j'ai l'habitude de 3 heures d'émission. Alors,
Ouais, bonjour à tous. J'ai un bar à vin et une cave dans le 9e. Et moi, j'avais une question pour vous trois. Ça m'arrive, et notamment sur le prix du vin en particulier, qu'on nous traite de voleurs, alors qu'en fait, on pratique des marges qui sont vraiment, d'une part, faibles pour le secteur. Et en plus de ça, par rapport à d'autres activités, je pense au retail, etc., les marges dans la restauration, je les trouve relativement raisonnables. Voilà, nous, on a la volonté de bien rémunérer nos employés, de ne pas les faire travailler pendant des heures. On paye les heures supplémentaires, etc. Et on veut travailler avec des bons produits et pas seulement le Rungis, etc. Et voilà. Et donc, on a cette équation qui est hyper compliquée. Et même malgré tout, quand on fait des efforts, on a conscience j'ai l'impression que c'est le juste prix, mais c'est vrai que ça fait des additions qui sont, je ne sais pas, entre 50 et 100 euros par tête ou quoi que ce soit, et qui sont en réalité énormes pour le commun des mortels. Et donc voilà, moi, ma question, c'était quelle est votre vision sur ça? Est-ce que les consommateurs paient le juste prix au restaurant? Est-ce que les prix vont continuer à augmenter? Je travaillais au départ dans un restaurant où il y avait entrée plat dessert à 21 euros avec des bons produits de midi, mais en fait, il se trouvait que les employés n'étaient pas bien rémunérés. Voilà. Et donc, pour vous, quelle est votre vision? Est-ce que vous pensez que les prix vont continuer à augmenter? Est-ce que les consommateurs paient le juste prix au restaurant? Il faut expliquer, en fait. Enfin, les prix ils continueront sans doute à augmenter. Après, toi, il ne faut pas que tu renies sur tes marges. C'est très bien de bien payer ses employés. C'est bien de ne pas renier sur la qualité des produits. Par contre, il faut expliquer. Parce que les gens, ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc, il faut passer son temps à expliquer aux gens, à leur parler, à leur raconter. Et en fait, au bout d'un moment, les gens, ils sauront. Si je peux me permettre un conseil, mais vous l'avez peut-être déjà fait, posez-vous dans votre restaurant en tant que client, vivez l'expérience en tant que client, payez votre addition dans votre restaurant, et si vous êtes satisfait et que vous avez bien mangé, bien bu et passé un bon moment, alors c'est le bon prix. Moi, je suis le premier client de tous mes restaurants, et si je ne suis pas content, je réajuste immédiatement. Donc c'est le meilleur conseil, je pense, que je peux vous donner, c'est soyez déjà le premier client de vos restaurants. Posez-vous à table quand un service est plus calme, faites l'expérience avec un directeur, avec les collaborateurs. Il faut que vous partagez cette expérience entre vous et qu'à la fin, au fond, vous dites est-ce que j'ai passé un bon moment et je paye avec beaucoup de plaisir? Si la réponse est oui, changez rien. Si la réponse est non, ajustez. Et quant au marché du vin, je pense que c'est un marché qui est en train de s'écrouler et c'est une bonne chose. Nous avons vécu une spéculation folle. La Bourgogne notamment, je l'ai dit à mes amis vignerons bourguignons, ils ont exagéré et pour la première fois, cette année, j'ai refusé énormément d'allocations parce que les prix se sont envolés beaucoup trop. Ce signal, ils l'ont entendu. J'espère qu'ils vont réajuster parce que le marché américain est en train de plonger, le marché chinois aussi. Et donc, à un moment, le vin, c'est avant tout du partage, c'est avant tout du plaisir. Et ça ne doit pas être simplement des choses qui vont dans des coffres, qui s'oublient et qui permettent une spéculation complètement folle. Nous sommes de bons ambassadeurs pour nos artisans. Il faut qu'on continue de l'être, mais il faut qu'eux ne déconnent pas non plus. Graphile, un mot de la fin par rapport à cette question des prix? Nous, c'est un peu particulier dans le sens où PNY repose sur le fait qu'on soit une expérience indolore. Donc le prix est un vrai sujet chez nous. Indolore dans le sens où nous, on veut que quand le client il vient chez PNY, ce soit une espèce d'habitude de consommation. Donc il faut que ce soit servi rapide, chaud, pas trop cher. Vraiment, ça glisse tout seul. Voilà. Donc, je comprends totalement ton sujet sur les prix. Et donc, c'est jongler entre pas trop augmenter, mais augmenter quand même. Certains produits, mais pas d'autres. Et peut-être même en retirer de la carte. Ceux qui ne tiennent plus dans notre politique de prix, on les a sortis. Non, c'est pas évident. Et de toute façon, tu auras toujours des gens qui te diront que c'est trop cher. Ça... J'ai 2 messages avant de clôturer cette discussion qui était riche.